ONR Radio. C'est sur www.onradio.com. C'est compliqué de résumer la carrière de Quincy Jones parce qu'il a fait tellement de choses dans sa vie. Mais déjà, je vais poser la question, est-ce que vous connaissiez de nom Quincy Jones ? Oui. Est-ce que ça surprend quelqu'un si je réponds non ? Non, t'as le droit de pas connaître. T'as entendu ne pas son connaître. nom ou même ça te dit rien du tout ? Ça ne me dit rien du tout. Je savais que le Boog était potentiellement mort. Je l'ai vu passer sur Twitter, mais j'ignorais. Il est inconnu au bataillon. Et après ça me surprend pas forcément dans les personnes plus jeunes aujourd'hui parce que forcément il a commencé sa carrière il y a un petit moment maintenant, il a quand même, je crois, il a eu 70 ans de carrière en tout, le monsieur, c'est quand même pas rien. Donc forcément on connaît pas tout, il a eu un point culminant dans sa carrière. Le jazz Ouais, justement. Alors, j'ai connu. Je pense qu'on va faire cette chronique en 2 parties, on va échanger là-dessus et je voulais aussi faire écouter des titres parce que comme il y a pas mal de choses à dire, on fera en 2 parties avec une pause. Eh bien, donc, vous avez vu l'actualité du coup sur Twitter. Il est décédé dimanche dernier à l'âge de 91 ans, un bel âge. Pas mal. Il était trompettiste, arrangeur, compositeur, réalisateur et producteur américain. Et il aura travaillé avec les plus grands noms de la musique, Ray Charles, Frank Sinatra ou encore Michael Jackson tout à l'heure, qu'on a passé Billie Jean. 70 ans de carrière qui lui ont permis de parcourir tous les styles. Alors, bien avant de faire de la pop, on le disait tout à l'heure, il était en fait dans le jazz, mais il a traversé en fait tous les styles de musique qui sont nés dans le siècle dernier, la soul, le funk, le disco, le rock. Il a eu un parcours atypique parce qu'il n'était pas du tout destiné, on va dire, à faire de la musique de par son milieu social. Il est né à Chicago en 1933. Et à l'époque, Chicago, c'était pas ouf, c'était assez bandit, voilà, malfamé. On a pas mal d'exemples en tête de films, de séries, et il y vivait du coup dans une misère profonde. Il a été privé de sa mère qui avait été internée pour crise de démence à l'époque. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle avait vraiment des crises de démence ou est-ce que c'était l'époque où quand les femmes avaient le moindre truc, on les mettait en asile et puis voilà. Mais du coup, très tôt, en fait, c'était un petit truand quelque part parce qu'il commettait des cambriolages dès l'âge de 11 ans. Voilà. Ah oui. Voilà. C'est pas mal. Donc c'était pas forcément fifou, et il dévalisait avec son frère et des amis à lui différents commerces, et un jour il a dévalisé une armurerie et il est tombé sur une arme pas comme les autres. Il est tombé sur un piano qui était rangé dans un coin de la boutique. Alors ça, c'est peut-être la légende qu'on raconte, mais il y a certainement du vrai là-dedans, c'est peut-être un petit peu enjolivé, mais du coup ça l'a intrigué et puis il a voulu tester les notes, et puis ça lui est resté en tête. Et il allait à l'école, alors c'était forcément très difficile pour sa vie de famille de pouvoir avoir une scolarité. À côté de ça, il était cireur de chaussures pour pouvoir, y contribuer finalement à ses études, j'ai envie de dire, à la vie familiale. Il avait pas le choix, son frère aussi. Et il a pu, en autodidacte, apprendre au fur et à mesure le piano. Alors il en a certainement pas un chez lui, il allait là où il en trouvait. Et il a fait aussi de la trompette. Il a commencé tout seul et puis ensuite il a pu suivre quelques cours. Et il a déménagé à plusieurs reprises. Il s'est installé ensuite avec son père à Seattle. C'est là qu'il a vraiment commencé à apprendre la musique. Et rapidement, en fait, il était très bon. Il était un petit peu prodige d'une certaine manière. Il avait des très bonnes facultés pour apprendre. Et très rapidement, il a intégré de grands orchestres de jazz. Il a aussi fait la rencontre de Ray Charles à l'époque, qui était âgé de plus de 3 ans que lui. Et rapidement, il s'est fait repérer par un certain Frank Sinatra qui voulait de lui dans son orchestre. Donc ça a été un petit peu le début de plein de choses à ce moment-là. Ça, je connais Frank Sinatra, ça me dit un truc. Berry Gordy, qui est le fondateur du label Motown en 1959, a dit à l'annonce du décès de Quincy Jones que selon lui, son œuvre est vraiment incomparable. Il avait la capacité sur plus de 7 décennies d'aller d'un genre musical à un autre, des artistes les plus jeunes aux artistes les plus âgés. Il était un maître dans tous ces domaines. Quincy était un grand musicien qui connaissait sa capacité unique et puissante à nous unir tous. Il a eu plusieurs succès, déjà en intégrant l'orchestre de Frank Sinatra. Dans les années 60, il a fait beaucoup de compositions pour des musiques de films, notamment aussi dans la pop music avec le morceau de Leslie Gore qu'on a entendu juste avant. C'était en 1963 d'ailleurs, le morceau s'appelait You Don't Own Me, tu ne me possèdes pas, et c'était un morceau vraiment féministe qui a d'ailleurs été un morceau emblématique dans les manifestations féministes de l'époque. Il a travaillé également avec plein de personnes, alors
là c'est des années 60 jusqu'à maintenant, il a bossé avec Ella Fitzgerald, avec Aretha Franklin et j'en passe. En 1980, il produit le titre disco et soul Give Me the Night de George Benson, un morceau sur lequel on retrouve aussi un certain Herbie Hancock qui joue les claviers, et ça deviendra d'ailleurs l'un des plus grands succès du guitariste et chanteur George Benson. Je vais mettre un petit extrait si jamais vous connaissez pas. Ça ressemble à ça. Donc, ça a été produit par Quincy Jones. Je reviendrai un petit peu sur le détail de ce qu'il faisait en fait sur ses chansons, parce qu'il avait une culture musicale qui était très grande. Il était arrangeur aussi, donc il savait justement comment orienter un morceau, lui donner une direction artistique. Et c'est ce qui a fait qu'il a été très sollicité au fur et à mesure de sa carrière. Et ce morceau de George Benson est vraiment, vraiment très chouette. Il y a vraiment plein de beaux mondes qui travaillent qui ont travaillé sur ce titre. Le clip était stylé aussi. Il a sorti en 1981 l'un de ses albums. Il avait des albums solo, il en a sorti pas mal. Et notamment son plus connu qui s'appelle The Dude, qui a un succès à l'époque critique et commercial avec des titres comme Just Once, 100 Ways, qui ont tous les deux été chantés par James Ingram. Du coup, voilà, en 1981, il sort un album qui s'appelle The Dude, dans lequel on retrouve ce morceau et l'autre que j'ai cité tout à l'heure avec la voix de James Ingram. Mais on retrouve aussi la reprise du titre I No Corrida de Chaz Yankel, qui était sorti l'année juste avant. L'album a eu 12 nominations aux Grammy Awards. C'est quand même pas mal. Alors, il n'a pas gagné les 12, mais il en a quand même gagné 3. Donc, alors, je ne sais plus lesquels exactement. Et c'est aussi l'album de Quincy Jones qui s'est le mieux vendu de sa carrière. Mais je trouve les compositeurs, ils ont un très 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 grand rôle Oui, clairement. dans la musique. Clairement. Puis lui, il avait vraiment... Ça change tout. Ça change tout, en effet. Et dans les années 80, c'est le point culminant de sa carrière, puisqu'il aura l'occasion de collaborer à 3 reprises avec le roi de la pop, Michael Jackson. Il a produit 3 de ses plus grands albums, Off the Wall, Thriller et Bad. Pour rappel, Thriller, c'est l'album le plus vendu de tous les temps, avec selon les estimations, c'est une fourchette large, entre 65 et 100 millions d'exemplaires vendus. C'est énorme. Effectivement. C'est pas mal, voilà. Déjà quand tu as fait 1 million dans ta vie, c'est vraiment chouette. En 1985, on va retrouver Michael dans un super groupe qui s'appelle USA for Africa, qui va sortir une chanson caritative qui va rassembler les plus grandes stars de la planète. Michael Jackson, Lionel Richie, Ray Charles, Cyndi Lauper à l'époque, les Pointer Sisters, Diana Ross, Tina Turner, Paul Simon de Simon et Garfunkel, ou encore Stevie Wonder. Donc c'est quand même un beau casting tout ça. Et ils vont chanter ensemble le titre. Est-ce que vous avez le... We are the world. Exactement, We Are the World, qui a permis de récolter à l'époque 63 millions de dollars pour lutter contre la famine en Afrique. Le producteur du titre, bien sûr, encore une fois, c'est Quincy Jones. Il n'a pas été choisi par hasard. Et en lisant un article de Rolling Stone, justement, j'ai trouvé quelques détails sur ce qui faisait que Quincy Jones était si apprécié des compositeurs. En fait, il était reconnu pour sa manière assez méticuleuse de travailler sur les arrangements d'une musique. Alors c'est mieux quand on est producteur. Mais souvent dans les titres pop, en termes d'harmonie, on se contente souvent des fois de mettre juste des tierces ou des quintes. Et lui, en fait, il faisait souvent des accords de 7e, de 9e, voire de 11e. Alors là, je parle un peu dans des termes techniques. Mais en gros, il faisait des enrichissements harmoniques, des accords, on va dire, de voix, qu'on trouvait plus dans des registres soul, gospel. Et c'est ce qui faisait que ça donnait un épice, on va dire, un supplémentaire dans des morceaux pop qui n'en avaient pas vraiment. Ouais, mais c'est... S'il vient du jazz à l'origine, du coup, c'est Clairement. naturel qu'il remette un peu de son vécu. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, les artistes qui ont plusieurs registres, en fait. Qui touche à tout. C'est ça. Je disais, ouais, le soul, gospel, mais en effet, ça vient du jazz, tout simplement. Le jazz est tellement la racine de tout que... Voilà, donc il avait cette approche-là qui était très intéressante. C'est comme, il mettait toutes ces racines jazz, justement, dans des titres qui n'avaient pas forcément de lien apparent, dans de la pop, jusque dans le hip-hop. Et c'est ce qui donnait cet enrichissement. Mais il avait une manière de doser, en fait, les voix et de les mélanger les unes avec les autres, pour qu'en fait, ça ressorte juste à un certain moment, certains accords, et de rendre le tout extrêmement organique, extrêmement vivant. On l'entend sur des titres de Michael Jackson. Tu citais Bad, justement, c'était cité dans l'article. Il y a par moment 5 voix qui vont jouer ensemble et qui ne jouent pas du tout les mêmes notes. Et pourtant, quand on l'entend, on entend surtout la mélodie principale.
mais il savait ensuite avec les ingénieurs bien doser le niveau des différentes voix. Mais il y avait voilà un gros travail de l'arrangement derrière, et c'est ce qui faisait, qu'il était autant apprécié. Dans ces dernières années, Quincy Jones a aussi été comme un mentor pour des artistes. Et voilà, Quincy Jones, du coup, sacrée carrière. Donc, on entendra peut-être parler de lui si jamais ils font un biopic, parce que sa vie, je pense, elle est intéressante, tellement il a fait de choses. Et là, j'ai parlé que de la partie, émergée de l'iceberg, voilà. Émergé, oui, pas émergé. Vous allez voir sa page Wikipédia, là, vous avez des listes et des listes de choses. Et c'était assez inattendu de le voir travailler par exemple avec Michael Jackson. Il a fait tellement de styles différents, c'est rare de voir ça, une carrière aussi C'est ouf, déjà Frank diversifiée. Sinatra. C'est incroyable. Frank Sinatra, c'est pas rien quoi.